Mesdames et messieurs, bonjour. Le développement de la nation prend racine dans un terreau fait de repères symboliques et se déploie. Telle est la première phrase du préambule du rapport du nouveau modèle de développement. Développement, création de valeurs, inclusant des jeunes et des femmes, mise à niveau du capital humain, moralisation de la vie politique, renforcement à niveau du capital humain et de la fonction régulatrice de l'État. Voilà quelques objectifs fixés par la commission spéciale sur le modèle de développement pour son ambition 2035. Une ambition qui met l'humain au centre de tout. 180 séances organisées, 1200 personnes rencontrées, 35 séances d'écoute citoyenne et 6200 contributions récoltées. Tel est le bilan des travaux de la commission spéciale sur le modèle de développement, un travail concrétisé par un rapport de 160 pages présenté le mardi dernier 25 mai à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Notre pays a pris le temps d'établir un état des milieux exhaustif, de mesurer ses forces et ses faiblesses, d'identifier les défis qui l'attendent et les promesses qu'il doit tenir avant même qu'une crise mondiale ne s'abatte sans distinction sur les plus forts comme les plus faibles. La volonté de changement exprimée au plus haut sommet de l'État. L'enjeu est d'opérer une véritable rupture, non seulement par rapport à l'ancien modèle de développement qui a montré ses limites, mais surtout avec les mauvaises pratiques qui minent jusqu'à là l'essor du pays. C'est dans ce cadre que s'inscrit le nouveau modèle de développement. Messieurs, dames, je tiens à vous souhaiter la bienvenue en cette journée plénière à son cœur, le nouveau modèle de développement. Directeurs, étudiants et professeurs sont tous réunis aujourd'hui pour présenter, échanger et pour partager leurs points de vue concernant ce rapport qui a été le fruit d'un travail acharné et qui représente une vision structurée d'un Maroc de demain. Avant tout, je vous demande tous de vous lever pour l'hymne national. كلمة يومنا سطور تنهى عن سذاجة البساطة في صوغ الحديث، إذ سنحيك تعبيرنا بفن البلاغة في الثناء والإطراء بمجلسنا، ولما لا التغزل بملاحة سيماء وسحر ملبس شيوخ مجمعنا في هذا اللقاء الثمين. سلام وصلاة على من هدى الخلق لسبيل التبصر والبحث، وتبارك جلال من أنار ثنايا غار حراء ودعا عبده للفقه والتفكر، ومحى حدود المعرفة بكلمة اقرأ. سلام لنا وسلام لكم حضورنا الكريم، لنا بكم شرف اللقاء، والشرف ركيك المسمع إذ هوينا التعبير على مدى تبجيلنا لما بين يدينا وما تؤانسه أعيننا ويدركه جناننا لشوق وحنين لملتقيات قيمة كهذه، لجامعة نفيسة تشهد ربيعها 32 هذه السنة، والتي تطمح للصدارة وتسمو في سلم المجد وترقى للسيادة في صفوف نظيرها من كليات عالمية. إذ حسب التصنيف العالمي للجامعات لسنة 2021 صنفت جامعتنا بمراكز متقدمة تنشد بولاء ونباهة مسيرينها ومدرسيها ونجابة طلبتها الذي فاق عددهم 63,000.
أخشى البدء في الحديث دون التوقف عن فتون وفتون الناظر عند رمق بهار مرافقها ووقع تتويجها بالأميرة في عاصمة الغرب القنيطرة. تاريخ ليس بهين يحكي شموخ جامعتنا جامعة ابن طفيل، والمستقبل أعظم. فقد ارتقت كليتنا يا سادة للتخطيط لحاضر، بل لم يتوقف كفاحها في هامش الحاضر، بل ساهمت في العمل على مشروع يحمل في طياته الأمل لبلد وملك يسعى للرفع من جودة عيش شعبه. فمنذ إن اعتلى ملكنا حماه الله منصب الحاكم قد غير مقاييس الطموح من حاضر متواضع لغد مثمر واقتصاد مربح، ونهض بالعنصر البشري وجعل منه قوة فعالة وثروة حقيقية لمغرب ذات رؤية شامخة. وبذلك قد عرف المغرب منذ ذلك الحين سلسلة متراصة من النجاحات والتطورات ذات ثقل في المجال الاقتصادي والاجتماعي، من مشاريع ضخمة وسليمة تستهدف فك هشاشة والرفع من الدخل ورصد انسجامات ناجعة في مؤشرات تدل على نجاح الحكامة في مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها العالم وينوف لها شعب عظيم هو المغرب. فقد رحب ملكنا ببرنامج يحمل مشروعا ذي أهداف وأولويات تسعى لتنمية شعب وإعطاء حلول لمعيقات ومشاكل يشكو منها سير مخططات صلبة هي هندستها، عبر تشكيل لجنة من المغاربة لأجل المغاربة قامت بتشخيص شمولي لتنمية البلاد والبحث عن صيغة تحرر طاقات وفهم سقف مطالب جمعيات وحركات سياسية، طلبة وأساتذة ونقابات، والعمل على خلق مسار عملي للتغيير عبر الإنصات لكافة الجهات الحية الداعمة للبلاد، والمساهمة في استغلال قواه لفائدة نمائه وتطوره. وكل هذا بمعاينة صاحب الجلالة محمد السادس الذي يسهر ويعمل جاهدا على السبق التخطيطي والعمل على هذا المخطط الذي هو يصلح إلى عام 2035، والذي قدم له من السيد شكيب بن موسى الثلاثاء الماضي 25 يونيو في هذه السنة. نشكر الجميع على الحضور، ولتبدأ الندوة. Alors, nous débuterons notre séance plénière par le mot de bienvenue délivré par M. Azdin Midawi, président de l'université Ibn Tufayl, suivi ensuite à une présentation du rapport sur le nouveau modèle de développement, à la fois en langue française et arabe, par trois de nos chers professeurs, à savoir M. Asgar, M. Berzi et M. Samihi, pour ensuite enchaîner avec un échange modéré par Madame Cherkaoui, professeure universitaire en économie et gestion. Avant de clôturer, la parole sera enfin accordée à deux de nos étudiants, Monsieur Bendahbi Ali et Hamza Benhaji, qui ont fait briller par leur travail élu coup de cœur du concours d'idées organisé par le CMD. En ce moment, je cède la parole à Monsieur Midawi. صباح النور، بسم الله الرحمن الرحيم. بما أنه المناظرة غتكون باللغتين فغادي نتكلم بدون إحراج باللغتين. Tout d'abord, je découvre que je ne suis pas photogénique. C'est la première fois que je me vois. Madame Cherkaoui dit la photo. Il n'y a rien à faire. On ne changera pas. Et puis la première impression, je suis extrêmement comblé, fier et satisfait dans mes convictions. Chaque fois que j'écoute nos étudiantes et nos étudiants, je découvre des talents. Je suis un fervent défenseur de l'université, tout azimut. Particulièrement, je passe mon temps à prêcher la bonne parole pour leur dire que les jeunes d'aujourd'hui sont excellents, sont très bons, sont citoyens, sont très bien éduqués, ils sont compétents. Nos professeurs, ils sont très très bien également, ils sont excellents. La citoyenneté, ils l'ont dans le sang. Donc je suis très ravi d'écouter, comme a dit l'étudiante Al-Balagha, باللغتين
au Tfkir al-Amiq. Nos étudiantes ont dit énormément de choses. Ils ont très bien planté le décor. Alors moi, je ne vais pas tarder parce que le menu, il est, comme on dit, décime. Donc pour pouvoir le digérer, je ne vais pas vous attarder. Je dirai 2 mots. D'abord sur le nouveau modèle de développement et l'opportunité de ce modèle. Et deuxièmement, sur le rôle de l'université, et le positionnement de l'université dans ce modèle. Et puis sur l'action de l'université Ibn Tufayl pour contribuer, à côté des autres forces vives du pays, à la mise en œuvre à la compréhension, le rapprochement de ce modèle et sa mise en œuvre par l'exécutif. Tout d'abord, depuis l'avènement de Sa Majesté, comme ça a été dit par l'étudiante Dibi dans l'introduction, on sent une grande force, je dirais un Big Bang qui a explosé avec des idées, avec des projets. Et la première partie de ces un peu plus de 20 années a été excellente. Le Maroc, il a nettement amélioré son PNB, son PIB, sa production, son rayonnement régional et son rayonnement à l'international. Beaucoup d'objectifs ont été atteints, mais Sa Majesté a tiré la sonnette d'alarme qu'il faut réfléchir, qu'il faut faire une inflexion positive, parce que nous sommes arrivés à un certain palier, si j'ose dire, et il fallait relancer pour pouvoir répondre à énormément de questions et relancer ce Big Bang et cet essor spectaculaire économique, social et ainsi de suite, avec une fixation et avec une grande concentration vers le capital humain. Donc il a constitué une commission et il a demandé à cette commission, on en est très fiers, comme on dit nos étudiantes, c'est une commission maroco-marocaine. D'abord, c'est quelque chose d'extrêmement important. On n'est plus dans le cas des bureaux d'études internationaux qui viennent, qui se basent sur nos databases pour pouvoir nous proposer quelque chose que nous connaissons. C'est des experts marocains de l'intérieur du pays, de la diaspora, c'est des citoyens, c'est des responsables. Toutes les franges de la société ont contribué à l'élaboration de ce modèle. Et là, je dois quand même féliciter Sibn Moussa et l'ensemble de cette commission. Et ils sont très honnêtes parce qu'ils ne se sont pas accaparés le travail de la commission. Ils ont basé leur diagnostic et leurs propositions sur la chose suivante. Ce n'est pas nous, c'est tous les Marocains. Donc aujourd'hui, c'est une grande chance pour encore relancer et regrouper toutes les forces vives et tous les citoyens du Marocain pour pouvoir réussir la mise en œuvre de ce modèle. Le deuxième point, c'est l'université. Je pense qu'il y a un grand virage positif de vision à travers ce rapport envers l'université. Nous, on est un peu plus anciens dans l'université et pendant très longtemps, il y avait un certain dénigrement de l'université dans le champ général. L'université a été vue pendant très longtemps un outil de formation de cadres, oui, mais pas plus. Pas de recherche, pas d'innovation, pas de contribution effective au développement du pays. Aujourd'hui, le rapport, malgré les critiques qui sont objectives, qui ont été formulées dans ce rapport, elle a mis vraiment en valeur le rôle de l'université. On en est très fiers parce qu'il a dit 2 choses. D'abord, il a répondu aux contraintes, il les a diagnostiquées, mais il a dit des choses qui sont connues par les professeurs universitaires. Les contraintes que nous vivons, elles sont inhérentes essentiellement à la non-adéquation entre la massification, entre les ressources humaines et entre les ressources financières qui sont mises à la disposition des universités. Et également à la nécessité de changer beaucoup de textes, beaucoup de lois pour pouvoir donner plus de liberté de création à travers l'autonomie qui a été répétée à plusieurs reprises. Mais également, il nous a mis au centre. C'est là également l'autre volet, si vous voulez, l'autre face de l'AES. Il nous a mis au centre du développement, en spécifiant dans toutes les parties du rapport que rien ne peut se faire sans l'adhésion et un capital humain apte à accompagner les idées qui sont venues dans le rapport. C'est quelque chose d'universel, il n'y a pas de souci. Le Japon, d'autres pays qui n'ont pas de richesse, leur seul outil de développement principal, c'est l'être humain.
Donc pour une fois, il y a quelque chose de très officiel qui nous dit vous êtes responsable, vous avez un grand rôle. Pas simplement pour accompagner l'État et pour accompagner, quand je dis l'État, c'est le privé et le public pour moi, il n'y a pas de différence. C'est deux composantes, mais ça reste l'État, pour accompagner le pays dans son développement. On doit bien former, on le sait. On doit faire une très bonne recherche, on le sait. Mais il nous a dit, vous devez faire une recherche appliquée, rapprochée sur tous les aspects de la société et de l'économie pour pouvoir accompagner les entreprises, accompagner l'État, accompagner la société dans ses mutations, mais également il nous a demandé de faire de l'innovation, qui est la clé et qui fait la différence entre les pays. Ça a été dit dans le rapport. Et il nous a dit, vous ne devez plus suffire à la fonction de formation et de recherche et d'innovation, mais vous devez devenir une source de création de richesse à travers les start-up, à travers les brevets, à travers énormément de choses que nous connaissons, nous, toutes et tous les universitaires. Donc ça, c'est ma vision et ma lecture. Je parle sous le contrôle de mes collègues qui sont plus spécialistes, c'est ma lecture du rapport. La troisième chose, nous, votre université, elle a réagi immédiatement après l'apparition du rapport. Elle a réagi, on a fait des réunions, d'abord entre les responsables, dans un premier temps, pour dire nous sommes citoyens, nous sommes une composante de l'État, parce que je le dis et je le redis toujours, les citoyens se trompent quand ils parlent de l'État, ils pensent que l'État, c'est le militaire, c'est la sécurité, c'est l'intérieur, c'est les autorités. Non, nous sommes une partie prenante de l'État. Les professeurs, les étudiants, le privé, le public, nous sommes tous l'État. Donc on doit répondre, d'autant plus qu'on a été pointé pour pouvoir contribuer. Donc on s'est dit, on a discuté, on a eu beaucoup de séances, et on a dit de commencer dans un premier temps, d'abord, avant d'aller vers les études, d'abord par une plénière, et puis après par des ateliers. Et on s'est dit, dans un premier temps, on va donner la plénière aux gens qui sont plus proches du modèle, c'est les économistes et les gestionnaires et les politiques. Mais après, tous les établissements vont organiser leur atelier au niveau de l'université parce que tout le monde est concerné. Donc l'objectif, on s'est dit dans un premier temps, notre rôle en tant que relais, en tant que plaque tournante de l'État, c'est de rapprocher ce modèle d'abord à nous, pour le lire et le comprendre. Les professeurs n'ont pas de souci, mais l'université, il y a 70 000, je corrige le chiffre de tout à l'heure, on est 70 000 étudiants et des poussières, donc le rapprocher à nos étudiants, parce que c'est la force vive, c'est la force vive, c'est le présent, c'est le futur, pour qu'ils se regroupent et comprendre ce rapport. Et puis aller vers l'extérieur, vers notre entourage régional et national, pour pouvoir prêcher la bonne parole, vulgariser, expliquer d'une manière très pédagogique aux Marocains que ce n'est pas le modèle des dirigeants, c'est votre modèle, il est là, il est composé de ça et ça et ça, et sa réussite nécessite votre adhésion et votre mobilisation. Extrêmement important, le rapport le dit également. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a digéré, qu'on a compris, qu'on a organisé des ateliers dans toutes les sciences, sans exception, les mathématiques, la physique, les sciences humaines, les sciences sociales, les arts, tout, que ce soit des ateliers des étudiants, parce qu'il faut qu'on organise également des alliés des étudiants entre eux, on passera à répondre aux questions qui sont primordiales. Aujourd'hui, c'est un projet qui fait l'unanimité, presque l'unanimité de tous les Marocains. Tout projet il est critiquable, il n'y a aucun mal à ça. Tout projet doit être parfait, est à parfaire, il n'y a aucun souci. Mais nous avons une grande chance et une grande liberté de le travailler. Mais la question, je reviens toujours à l'objectif dernier, c'est contribuer avec toutes les composantes du pays à la réussite de sa mise en œuvre. Parce que c'est ça la clé, c'est ça qui va faire mal. Comment passer d'un projet à sa mise en œuvre? Il y a l'exécutif, il y a le politique qui va le faire. Mais le plus grand bureau d'études, je l'ai dit à mes collègues journalistes à qui je souhaite aujourd'hui la bienvenue, l'université, c'est le plus grand bureau d'études qui peut exister. Et nous sommes à l'échelle nationale quelques 15 000 enseignants-chercheurs, toutes spécialités confondues, et nous sommes 1 million d'étudiants. Donc si nous, on ne répond pas,
Si nous, on ne contribue pas à la mise en œuvre de ce projet, qui va le faire? On ne se substitue pas, on connaît nos limites. On n'interfère pas avec l'exécutif, mais on doit répondre, proposer, critiquer s'il le faut, accompagner pour pouvoir dire, voilà, la réussite de ce... C'est extrêmement lourd, c'est pour ça qu'il a été étendu jusqu'en 2035. C'est très difficile. Mais chacun doit mettre la main dans la pâte. Et nous, à l'échelle de l'université Ibn Tufayl, on a décidé de mettre la main dans la pâte. C'est la première rencontre au niveau national des universités marocaines. On a eu toujours, comme on dit, sabq, mais c'est tout à fait normal. C'est la compétition entre les universités. C'est très honnête, c'est noble. Donc on a été très rapide. Le mercredi dernier, on a eu une réunion de la conférence des présidents d'université autour d'un seul point. C'est le nouveau modèle de développement. On avait déjà sorti notre affiche et on avait déjà eu notre programme. On ne communique pas beaucoup. Oui, on ne communique pas. Moi, je refuse de communiquer à outrance, d'exhiber l'université, parce que c'est notre travail. Hein. C'est tout à fait normal. Et donc, on a commencé aujourd'hui par cette plénière composée d'excellents et d'éminents professeurs que j'adore beaucoup, à l'instar des autres professeurs qui vont aujourd'hui nous illuminer, nous rapprocher de ce rapport. Bon, chaque fois je dis je ne vais pas parler beaucoup, mais je finis par trop parler. Je vous souhaite une excellente journée. Je terminerai parce que je suis très 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 fier de mes étudiantes et mes étudiants et je suis comblé par mes professeurs. Et puis une excellente journée, mes chers amis et mes chers collègues. Je tiens à remercier encore une fois M. Midawi. Ensuite, maintenant, nous assisterons à une présentation du rapport du nouveau modèle de développement par deux langues, la langue française et la langue arabe, présentée par trois de nos professeurs, à savoir M. Azkar, M. Berzi et M. Samihi. Chers professeurs, la parole est la vôtre. Alors merci, chers étudiants, Monsieur le Président, Messieurs les doyens, les directeurs des établissements, chers étudiants, bonjour à tout le monde. Donc, je profite, moi aussi, de cette occasion pour d'abord remercier Monsieur le Président pour cette occasion qu'il nous a donnée. Et j'avoue que c'était une réflexion volontaire de la part des enseignants et de la part de toutes les composantes de cette université, mais qui a trouvé un terrain fertile chez Monsieur le Président et qui, lui, nous a donné la possibilité de montrer, comme il l'a bien dit, notre citoyenneté, de montrer notre engagement et de montrer aussi notre marocanité à côté de la Commission qui a bien fourni ce travail marocain. Donc nous continuons sur cette lancée et merci Monsieur le Président de nous avoir donné cette possibilité d'accompagner ce nouveau modèle de développement. Je remercie aussi nos chers étudiants qui ont fait ce travail dans un laps de temps très réduit, parce que, comme l'a dit Monsieur le Président, c'est une question de temps. C'est une question de prendre la responsabilité et dire que ça ne devrait pas attendre beaucoup. Il faut qu'on l'assimile pour passer à l'essentiel qu'il a dit, c'est la mise en œuvre. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est de vous rapprocher à ce sentiment d'engagement que nous avons eu ensemble et que Monsieur le Président a encouragé et a bien félicité en nous et nous a motivés pour aller devant. Et nous voulons que cette ambition se transmette à toute l'université, notre université, qui doit prendre sa responsabilité aujourd'hui et être à la hauteur de cette mission que Sa Majesté le Roi a donnée à la première commission qui a été chargée spéciale. Et nous avons maintenant cette mission de lui faire une vulgarisation accommodante et aussi de préparer sa mise en œuvre. Donc, notre démarche a été la suivante. Monsieur le Président en a parlé. Donc, nous sommes convaincus que l'assimilation de ce nouveau modèle de développement, c'est sa clé de réussite. Et par la suite, une fois il est bien assimilé, il faut qu'il soit
compris et en même temps adopté. Parce que vous pouvez mettre en place le plan le plus sophistiqué du monde et ramener le bureau d'études le plus sophistiqué du monde et il va vous mettre en place un plan, mais la clé de réussite, c'est la mise en œuvre. Alors, pour passer à la mise en œuvre, il faut d'abord assimiler et adopter le plan, et comme ça, il y aura une implication et une responsabilisation, et ça passera par ces 70 000 étudiants. Parce que nous, on restera ici, mais on va envoyer, Inch'Allah, notre la fourmi, les fourmis, les radicaux, Inch'Allah, pour assurer cette mise en œuvre dans le futur. C'est un travail de court terme, de moyen terme et de long terme. Je reprends les paroles de Monsieur le Président. Ce n'est pas une question d'aujourd'hui, ce n'est pas une question de demain, ce n'est pas une question de mois, c'est une question d'une longue durée qui va, est-ce qu'on va rester ici ou pas, mais c'est l'aboutissement, c'est 2035, mais on dira un jour qu'on a contribué, nous aussi, à cette réussite et on a contribué aussi à cette mise en œuvre. Alors, sans trop tarder, je donnerai la parole à Sibrzi pour nous faire part du cadrage de ce nouveau modèle de développement. La présentation sera partagée entre nous trois, Sibrzi, moi-même Samihi et c'est Asghar ici présent, et une autre présentation en langue arabe comme il a été suggéré par M. le Président. Donc on va faire une petite présentation en français suivie d'une discussion et après on va passer à la langue arabe et comme ça on va réunir les deux langues, Inch'Allah. Sibrzi, à vous la parole. Très bien. Merci, chers collègues et amis ici, Youssef Samihi. Alors, bismillahirrahmanirrahim, Monsieur le Président, messieurs les vice-présidents, donc messieurs les doyens et directeurs, donc bonjour. Alors, c'est un plaisir pour moi aussi de me joindre à l'effort qui est fourni par toute l'université pour justement travailler sur cet effort de vulgarisation et de sensibilisation donc du nouveau modèle de développement. Bien entendu, comme l'a dit Monsieur le Président, donc l'université jouit d'un capital humain très important, donc qui peut bien entendu apporter sa réflexion et sa pierre angulaire à ce nouvel édifice qui est le nouveau modèle de développement. Monsieur le Président tout à l'heure a parlé de consultants, donc je considère qu'il m'a tendu une perche tellement importante, je ne peux m'empêcher de ne pas en parler, puisque, comme on dit souvent, le consultant, c'est quelqu'un qui regarde la montre de son client et qui lui dit l'heure. Donc tout est chez le client finalement. Alors, mon effort, ou notre effort finalement en termes de présentation, donc c'est de rester fidèle au rapport principal du nouveau modèle de développement. Alors, il y a des idées qui sont intéressantes, on peut être pour comme on peut en être contre, mais dans un premier temps, comme l'a suggéré Monsieur le Président, l'idée c'est de faire un effort de sensibilisation et de vulgarisation. Par la suite, il y aura peut-être d'autres journées où, finalement, on va apporter un œil critique aux différentes propositions qui ont été développées par ce rapport. Alors, donc, sans plus tarder, bien entendu, on peut dresser un contexte général et la finalité de ce nouveau modèle de développement. Donc, le Maroc, comme l'a souligné Monsieur le Président, a connu des progrès notables ces 20 dernières années, surtout après l'accession au trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI, donc des progrès dans tous les champs, bien entendu, mais ces progrès ont entraîné un certain nombre d'aspirations et d'exigences. Alors ces aspirations et exigences sont multiples, donc que ce soit au niveau, bien entendu, de la libération des énergies des citoyens, hein, que ce soit au niveau de l'anticipation des évolutions du monde, puisque nous vivons dans un monde perturbé, où les acteurs sont hétérogènes, les ressources sont rares, et bien entendu, le changement, donc l'aspect temporel, il est extrêmement court, donc
Donc il faut saisir les opportunités et réduire les risques par rapport à cet environnement. Et puis, des aspirations et exigences par rapport aux libertés individuelles et collectives dans un cadre de confiance et de responsabilité, comme cela a été souligné par le rapport. Alors je rappelle que le premier appel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au renouvellement du modèle de développement l'a été dès 2017. En octobre 2017, lors du discours d'ouverture des 10e législatures, donc Sa Majesté a appelé à un nouveau modèle de développement et donc finalement a sonné la fin ou les limites du modèle actuel. Alors cet appel de 2017 a été rappelé une année plus tard, en octobre 2018, et finalement une commission a été mandatée par Sa Majesté le Roi en octobre 2019, c'est-à-dire 2 ans plus tard, pour justement travailler sur ce nouveau modèle, une commission sous la présidence de M. Chakib Ben Moussa. Alors la finalité, donc qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche à faire derrière ce projet? C'est tout simplement inscrire le Maroc dans un sillage de développement continu pour un monde meilleur. Alors nous vivons actuellement dans un monde où le doute institutionnel est très important, où finalement on se pose des questions sur notre identité. Il y a des tensions géopolitiques au niveau mondial, il y a l'émergence de nouvelles puissances, et bien entendu, il faut que le Maroc trouve sa place dans cet environnement qui est mouvant. Il est à rappeler que la commission a été créée avant l'avènement ou la pandémie du Covid-19, mais c'est intéressant de noter que la commission considère la pandémie non pas comme une crise passagère, mais finalement comme le révélateur de nécessaires transformations systémiques. L'idée ou la finalité, encore une fois, est de créer, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, une société ouverte, forte, plurielle, composée d'hommes et de femmes dignes, bien entendu, qui ferait nation autour d'un État fort et d'un État juste. Alors là, c'est pour planter le décor général. Alors venons-en au rapport lui-même. Alors nous avons volontairement, dans cette présentation qui vise encore une fois la vulgarisation et la sensibilisation, respecté les parties qu'il y avait dans le rapport. Donc 3 parties, 3 principales parties. Donc une première partie où on fait un état des lieux actuel et puis on repère les ambitions futures ou la projection future, qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce que l'on veut devenir. Donc ça, c'est par rapport à la première partie. Une deuxième partie, bien entendu, qui est réservée au nouveau modèle de développement, le Maroc de demain, avec des propositions. Donc il y a des propositions concrètes, il y a des propositions d'ordre général qu'il faut creuser, bien entendu. Et puis, une dernière partie qui est réservée au levier de changement. Donc cela a été signalé par Monsieur le Président et par les étudiants tout à l'heure. La démarche qui a été adoptée par la Commission est une démarche vraiment de grande envergure, puisque durant presque 2 ans, donc, il y avait eu des rencontres, il y a eu des consultations, donc plus de 9700 personnes ont été en interaction directe avec la Commission, plus de 3 millions de personnes en interaction également via les réseaux sociaux, donc c'est finalement l'aboutissement d'un travail collectif. D'accord ? Alors, venons-en à la première partie, où on traite le Maroc d'aujourd'hui et le monde à venir à travers 2 éléments. Donc, premièrement, un état des lieux et un diagnostic, suivi, bien entendu, d'une projection à l'horizon 2035. Oui. Alors, commençons par l'état des lieux et le diagnostic. Alors, la particularité de ce rapport sur le nouveau modèle de développement, c'est que les auteurs n'ont pas mâché leurs mots. Donc finalement, c'est un état des lieux où la description parfois même des limites et des insuffisances l'ont été avec une pertinence accrue. Donc le Maroc, bien entendu, a des atouts et un potentiel qui sont reconnus. Alors plusieurs atouts et potentiels. La situation géographique, et ça on le sait, bien entendu une histoire séculaire, une unité derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
qui ont abouti à un certain nombre de réussites. Il faut le signaler. Par exemple, la création de l'Institut des métiers de l'aéronautique, qui a formé plus de 8500 jeunes depuis 2011. Des sociétés comme la société Tibu pour l'insertion des jeunes, donc depuis 2011, pareil, donc elle dispose maintenant de plus de 19 centres sur tout le territoire marocain, et elle a comme ambition, notamment dans le domaine du sport, d'être un ascenseur social sur tout le continent africain. Donc ça, ce sont des exemples de réussite qui sont certains. Mais bien entendu, ces réussites n'ont pas pu cacher un certain nombre d'appréhensions quant à l'avenir. Appréhensions notamment par rapport à l'ascenseur social, qui est en panne. Des appréhensions par rapport, bien entendu, au manque de confiance dans les institutions publiques et surtout dans la préservation de l'intérêt général, un sentiment d'insécurité économique parce que le modèle actuel n'est pas assez inclusif, et bien entendu un creusement des inégalités sociales, et ça on l'a vécu, et d'ailleurs ce creusement qui s'est accentué avec cette pandémie, et aussi un risque de déclassement de la classe sociale. Donc on le vit au quotidien, donc ce risque-là est majeur. Alors devant cette ambivalence, parce que d'un côté il y a des réussites et de l'autre côté il y a un certain nombre d'appréhensions, l'état des lieux qui a été dressé est un état des lieux qui est mitigé. Par rapport à une croissance qui était de l'ordre de 4,8 entre 2000 et 2009, cette croissance est tombée à 3,5 entre 2010 et 2019 et seulement 2,8 entre 2018 et 2019. C'est dire, bien entendu, l'urgence de la réaction qui est attendue. Alors, cet état des lieux est mitigé, notamment dans le milieu universitaire. Monsieur le Président en a parlé. D'ailleurs, c'est très difficile de prendre la parole juste après Monsieur le Président parce qu'il a tout fait. Donc, finalement, on se demande ce qu'on fait là. Mais ça, c'est tout à votre honneur, Monsieur le Président. Bien entendu, dans le milieu universitaire, et ça, le rapport l'a souligné, il y a eu un développement, bien entendu, des universités sur tout le territoire marocain, mais ce développement est qualifié de non maîtrisé, puisqu'il y a eu une baisse au niveau du taux d'encadrement, et ça vous le connaissez, mes chers professeurs. Il y a eu également la création ou l'existence de filières qui ne font pas forcément au marché de l'emploi. Donc il y a une grande différence entre ce qui est demandé par le marché et, bien entendu, ce que propose l'université. Le rapport, par rapport à cet état des lieux, a voulu donner des prémices d'explication. Et ces prémices d'explication ont été traduites en nœuds systémiques. Donc 4 nœuds systémiques ont été repérés par la Commission. Premièrement, le manque de cohérence verticale entre la vision qui est adoptée au départ et puis les politiques qui sont mises en œuvre. Donc il y a un manque de cohérence. Il y a un manque de cohérence aussi au niveau horizontal puisque chaque institution travaille en silo, c'est-à-dire indépendamment des autres institutions. Et donc ça, c'est un premier problème ou c'est un premier nœud systémique. Le deuxième nœud systémique, c'est une lenteur de la transformation structurelle de l'économie. Vous le savez bien entendu autant que moi, l'économie marocaine est une économie pour laquelle les facteurs de production sont chers. Nous sommes chers, notamment sur le coût de la main-d'œuvre. C'est une économie aussi qui préserve la rente. C'est une économie aussi qui est en partie fermée. Et ça, c'est un deuxième nœud systémique. C'est une économie aussi pour laquelle le niveau de développement ou la création de la valeur ajoutée ne permet pas d'absorber tous les jeunes qui sont sur le marché de l'emploi. Et là, c'est un problème également majeur. À ce titre, sur ce volet économique, la Commission a signalé que, bien entendu, le Conseil de concurrence est resté inactif entre 2013 et 2018. Et lorsque il y a eu un renouvellement des membres de ce Conseil de la concurrence, il y a encore des problèmes de cohésion interne.
Le troisième point, ou le troisième nœud, ce sont les capacités limitées du secteur public. Alors, capacité financière, mais pas seulement, capacité aussi au niveau du capital humain. Et enfin, un sentiment d'insécurité judiciaire et d'imprévisibilité. La Commission a souligné qu'il y a certaines lois qui comportent des zones grises. La Commission a souligné également une lenteur, un manque de moralité, un manque d'éthique dans l'appareil judiciaire, avec parfois des jugements qui sont imprévisibles. Et ça, c'est un autre problème, parce que ça n'encourage pas, bien entendu, les initiatives. Ajoutons à cela, alors devant ce décor qui a été dressé, on peut citer aussi des représentations qui sont inhibitrices, comme par exemple le fait d'expliquer la réussite essentiellement par l'obtention d'un certain nombre d'avantages, de privilèges, ou encore par rapport au recours à la corruption. Donc il y a cette suspicion également entre les acteurs qui encouragent d'ailleurs la collaboration. Cette suspicion a trait aussi au tiers secteur, notamment les associations, où on considère les associations qui sont créées, on considère que ces associations ont des visées autres que celles de l'intérêt public, essentiellement pour s'accaparer des aides financières ou pour, bien entendu, des visées politiques. Alors, par rapport à cet état des lieux, bien entendu, qui est mitigé, la Commission a proposé aussi une prospective, à l'horizon 2035. Alors, à l'horizon 2035, donc, il y a bien entendu des attentes et aspirations dans tous les domaines. Essentiellement au niveau économique, avec bien entendu la création d'opportunités et la création d'emplois, la qualité des services publics, la bonne gouvernance dans le domaine de l'éducation en tête, mais aussi dans la santé, dans le transport et la mobilité, et puis dans les loisirs et culture. Face à ces aspirations, bien entendu, ces aspirations ont vu le jour dans un environnement qui est extrêmement perturbé. Des mutations au niveau national, avec bien entendu le développement démographique et que le marché de l'emploi n'arrive pas à absorber. Avec bien entendu des libertés accrues par rapport au recours aux médias et aux réseaux sociaux, avec des modes de consommation qui sont peu tendres avec l'environnement, hein, au niveau national et puis au niveau international, bien entendu. Oui, alors on me dit que j'ai tardé. Avec, bien entendu, au niveau international, des problématiques aussi en termes de développement, parce que nous vivons dans un monde où, finalement, il y a une géopolitique qui est extrêmement mouvante. Alors, tout cela nécessite des réponses en urgence de la part, bien entendu, du Maroc pour trouver donc un terrain propice à la libération de ces énergies. Alors, je m'exécute, si ça mérite. Donc la deuxième partie de ce rapport porte sur le nouveau modèle de développement, donc le Maroc de demain. Alors ce nouveau modèle de développement comprend trois composantes. Premièrement, une ambition 2035, un référentiel de développement qui constitue le repère, ou un repère pour le développement que l'on souhaite avoir, et puis des axes stratégiques de transformation. Alors commençons par cette ambition 2035. Qu'est-ce qu'on veut faire ou comment on veut être à l'horizon 2035. Alors à l'horizon 2035, ça a été signalé dans le rapport, le Maroc veut être un pays démocratique, avec des libertés qui sont garanties dans la diversité. Le Maroc veut être aussi un leader régional à l'horizon 2035. Et pour cela, donc 5 objectifs majeurs ont été proposés par la Commission. Premièrement, un objectif de prospérité, avec une création de richesses et bien entendu une distribution de richesses par tout le monde, ou pour tous. La capacitation, donc l'empowerment, notamment sur le capital humain, avec un renforcement des capacités individuelles et collectives. La durabilité, avec la préservation, bien entendu, des ressources et de la biodiversité sur l'ensemble des territoires. Et enfin, un leadership régional dans des domaines qui sont ciblés. Donc, il y a
5 domaines qui ont été proposés par la Commission, notamment au niveau du numérique, au niveau de l'énergie à base carbone, au niveau de la création d'un pôle financier régional de référence, justement pour avoir ce leadership régional, et enfin au niveau de la compétitivité avec la création d'une marque marocaine, le Made in Morocco. Et enfin, pour terminer cette ambition, il y a des indicateurs de mesure qui ont été proposés, des indicateurs qui sont empruntés à la fois auprès d'institutions nationales et internationales, donc des indicateurs de mesure pour suivre l'évolution. Ces indicateurs touchent plusieurs volets, notamment le volet économique, avec le produit intérieur brut, la valeur ajoutée industrielle, des indicateurs au niveau du capital humain, avec l'indice de développement humain, la densité du personnel soignant, les élèves, ce qui nous touche vraiment, les élèves et étudiants qui maîtrisent la lecture, les maths et les sciences, au niveau de l'inclusion, avec le taux d'activité des femmes, la part de l'emploi formel, et donc ça c'est une problématique que connaît notre économie nationale, et puis bien entendu la part du renouvelable, c'est-à-dire comme indicateur la part de l'eau dessalée dans la consommation totale ou la part du renouvelable dans la consommation d'énergie. Et à cela, on peut rajouter la gouvernance et administration avec des indicateurs là qui sont empruntés notamment à la Banque mondiale, Government Effectiveness Index et l'Online Service Index. Justement, ce sont des indicateurs de mesure assez intéressants. La deuxième composante de ce modèle de développement, ou de ce nouveau modèle de développement, donc on a parlé de l'ambition à l'horizon 2035, donc la deuxième composante, c'est le nouveau référentiel de développement. Et ce nouveau référentiel de développement propose bien entendu une doctrine organisationnelle qui prend la complémentarité entre un État fort et donc une société forte. Alors ici, le rapport donc, insiste là-dessus. Donc il ne s'agit pas de moins d'État, mais de mieux d'État. D'accord ? Deuxième point, les principes d'action communs avec un impact citoyen extrêmement fort. Donc on souhaite bien entendu avoir une obligation de résultat. Un engagement affiché des acteurs publics et privés et du tiers secteur, notamment l'intégration du tiers secteur qui se situe à cheval entre le privé et le public, comme d'ailleurs certains autres pays l'ont fait, notamment en Grande-Bretagne, où le tiers secteur a été promu au rang de partenaire privilégié dans l'élaboration notamment des politiques publiques. Et enfin, un cadre de confiance et de responsabilité, bien entendu, pour la protection des intérêts des libertés individuelles, pour la sécurité et bien sûr une vie publique marquée par une éthique et une certaine moralité. J'espère que je n'ai pas été trop long, donc je laisse la parole à M. Samiri. Merci, qui va vous présenter la troisième composante du modèle économique, c'est-à-dire les axes stratégiques de transformation. Merci. Merci, M. Belzi. Je dois commencer par revenir sur cette partie et que je crois qu'elle nous concerne tous. Le modèle de développement invite tout le monde à adhérer à une nouvelle doctrine. Une nouvelle doctrine, c'est une croyance de ce qui va se passer par la suite. Si on n'y croit pas nous-mêmes, qui c'est qui va le faire? Donc ça passera, comme l'a bien dit Siberzi, par cette nouvelle doctrine qui prône un État fort et une société forte. Et une société forte, elle passe par l'éducation et par l'université. C'est notre rôle. Des principes d'action communs, s'il n'y a pas de volontariat, si tout le monde attend le retour de ce qu'il va investir en termes d'engagement, là, on va rester tous à attendre qui va prendre l'initiative. Et un engagement affiché et des acteurs publics, du privé et du tiers secteur. Donc tout le monde doit agir et afficher non seulement une action, mais un engagement. Et ça, c'est plus fort. Finalement, un cadre de confiance
et de responsabilité. Un cadre où l'on va nous-mêmes être confiants de nous-mêmes et en même temps que chacun dans son poste, dans son travail, dans sa maison, chez lui, il est où sa responsabilité pour réussir ce nouveau modèle. Alors le nouveau modèle s'appuie sur 4 axes essentiels. Le premier, c'est un axe économique pour produire, diversifier et créer de la valeur ajoutée et des emplois de qualité. C'est un grand axe, un grand chantier économique. Le deuxième axe, c'est faire du capital humain l'avenir. Donc il faut renforcer et mieux préparer le capital humain pour demain. Des opportunités d'inclusion pour tous et un lien social consolidé, c'est travailler sur le côté social pour laisser tout le monde dans cette inclusion et faire adhérer tout le monde à ce projet. Et finalement, les territoires résilients comme lieu d'ancrage du développement souhaité. Alors, avec plus de détails sur chaque axe, qu'est-ce qu'il veut? C'est des choix stratégiques. C'est des choix stratégiques. Le premier axe économique vise la sécurisation de l'initiative entrepreneuriale, c'est donner plus de confiance aux entrepreneurs, leur donner plus de conditions et d'environnement propices pour travailler et pour produire. Les orienter vers les secteurs économiques les plus attractifs et où il y a plus de valeur ajoutée. Réaliser aussi un choc de compétitivité en essayant surtout d'augmenter leurs chances compétitives en termes de création de valeur et en termes de qualité, surtout en termes de réduction des coûts de production. La mise en place d'un cadre macroéconomique au service de la croissance, il faut plus de stabilité macroéconomique pour que les agents économiques puissent avoir l'opportunité d'investir et de créer de la valeur et de créer de l'emploi. Ça passe par un cadre macroéconomique plus stable. L'émergence de l'économie sociale comme un secteur économique à part entière, c'est l'économie tierce. Donc c'est cette économie sociale qui a montré ses atouts, surtout avec l'initiative nationale de développement humain. L'économie sociale, c'est une économie d'investissement. Elle crée de plus en plus, elle crée d'emplois et elle crée de la valeur ajoutée. Deuxième axe, un capital humain renforcé et mieux préparé pour l'avenir. Là, ça passe, comme l'a dit M. le Président tout à l'heure, et tout le monde y croit, et tout le monde adhère à 100% à cet élément de l'éducation de qualité pour tous. Il faut que l'éducation reprenne son rôle social, économique et de construction de ce pays. Les cadres d'aujourd'hui, les responsables d'aujourd'hui sont des lauréats de l'école publique. C'est malheureux que l'on retrouve aujourd'hui cette défaillance de notre système éducatif. Plus de 50% des citoyens en ville n'ont plus confiance en leur école et ramènent leurs enfants dans les écoles privées. C'est un manque de confiance absolu. Et ça, on ne peut décoller et on ne peut aller plus loin si on ne revoit pas cette exigence du moment. Un système d'enseignement aussi universitaire, de formation professionnelle et de recherche axé sur la performance et porté par une gouvernance autonome et responsabilisante. Là, ils ont mis le point sur deux facteurs essentiels. D'abord, le rapprochement de l'université vers son milieu pour répondre à un marché de l'emploi d'une manière efficace, mais aussi, ils ont mis la main sur le problème de la gouvernance. La gouvernance passe par l'autonomie et passe par la responsabilisation des acteurs. Et Monsieur le Président, on a parlé, comme l'a dit M. Berzi tout à l'heure, il sait très bien de quoi il parle.
des services de santé finalement, de qualité, et la protection sanitaire comme droits fondamentaux des citoyens. La plupart des recommandations qui ont été recueillies au niveau de la tournée de la Commission, le Marocain ne demande pas beaucoup. Il demande une bonne éducation et une bonne santé. Donc, il faut se focaliser sur ces deux. Si on arrive à réussir ces deux piliers, on s'en sortira facilement. L'axe numéro 3, c'est des opportunités d'inclusion pour tous et un lien social consolidé. Là, on revient vers cette question de la femme qui doit retrouver sa place qu'elle mérite. Et le Maroc est en train aujourd'hui, et nous le voyons d'après les effectifs que nous avons dans nos écoles, que l'effectif est très important des jeunes filles plus que des jeunes garçons, et on arrive dans la lancée à équilibrer, à jouer ce rôle de donner plus d'avantages et d'égalité du genre et de participation à la femme. Favoriser l'inclusion et l'épanouissement des jeunes en multipliant les opportunités et les voies de participation, là ça passe aussi par leur parcours dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de l'université. C'est finalement un jeune devrait, et d'ailleurs ça c'est le socle de toute la formation menée au niveau de cette université, c'est de leur donner des aptitudes personnelles, de leur donner des connaissances scientifiques et en même temps un comportement personnel citoyen et qui participe à la réussite de son pays. Mobiliser la diversité culturelle comme un levier d'ouverture au niveau de dialogue et de cohésion. Là, on insiste, et on va le voir dans un autre axe, on insiste sur cette connaissance et cette maîtrise des jeunes, de la diversité culturelle dont jouit le Maroc. Et finalement, dans cet axe 3, assurer un socle de protection sociale qui renforce la résilience et l'inclusion et matérialise la solidarité entre les citoyens. L'axe ici, il est plus penché vers cette solidarité sociale qui existe entre les Marocains. C'est leur culture d'ailleurs, et il faut la renforcer pour qu'elle soit elle aussi investie dans le bon sens. Le dernier axe, c'est un axe qui touche les territoires pour les rendre plus résilients, leur ancrage dans le développement. D'abord, le Maroc doit continuer sur sa voie de régionalisation, mais une régionalisation plus responsable, parce que la responsabilité de la région et la régionalisation, d'ailleurs on aura les moments d'en discuter avec nos collègues experts dans le domaine, que ce soit au niveau de toutes les écoles et les facultés de notre université. Un atelier sera dédié à cet axe et on va en discuter sur la régionalisation, quels sont les piliers de sa réussite, puisque ça passe d'une volonté d'abord de l'État et de la volonté du local. L'État doit, et ça a été relaté au niveau du rapport, à la surprise de tout le monde, que c'est l'État qui freine l'État. Donc c'est un processus où la responsabilité est partagée ici. La réorganisation innovante aussi des échelons territoriaux, l'aménagement intégré aussi des territoires. Là, on veut que, et la Commission, dans son rapport, veut donner aux territoires les possibilités et les conditions et les potentialités de se développer selon leurs convictions et selon leurs atouts, mais aussi selon ce qu'ils maîtrisent et ce qu'ils peuvent vendre en tant que territoire. L'amélioration de l'habitat et du cadre de vie et de la connectivité de cette mobilité-là, cette question elle est adressée au développement des villes et des relations entre les villes, parce que les villes, comme vous les connaissez, ils ont les citoyens et les citadins
qui habitent les villes, ils ont des aspirations, mais parfois vous trouvez quelqu'un qui habite dans une ville, mais pour rien que la formation de ses enfants, il va les envoyer dans une autre ville. Donc là, c'est des problèmes vécus et on n'arrive pas à les résoudre. La préservation aussi des ressources naturelles, là on s'inscrit dans l'environnement et le respect de l'environnement. Le renforcement de la résilience des territoires au changement climatique et finalement la préservation des ressources en eau. Et là, c'est toute la problématique environnementale que le Maroc doit continuer à résoudre et lui trouver des solutions. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'excuse, parce que je l'ai dit, on va consacrer des ateliers de réflexion autour de chaque axe pour approfondir les débats autour de. Nous vous avons aujourd'hui annoncé les grandes orientations de ce rapport et ça va faire, Inch'Allah, notre président nous a donné la dernière fois la voie à suivre. On va essayer de faire cette démarche de vulgarisation et de sensibilisation autour de ces axes. Alors, après avoir traité ces 4 axes, je donne la parole à M. Asghar Jalal, professeur à l'ENCJ, qui va vous donner les éléments des leviers de changement. À vous la parole. Merci beaucoup, Sissamehi. Monsieur le Président, Messieurs les vice-présidents, Messieurs les doyens, les directeurs des établissements et des instituts, chers collègues, chers corps administratifs, chers étudiants. Dans cette partie-là, je vais essayer d'être bref parce que le temps me presse un peu. Je vais présenter 2 points. Dans un premier temps, après la présentation de Selberzé et Sissamehi, je vais essayer de présenter les leviers majeurs pour mettre en place ce nouveau modèle de développement économique. Donc vous avez dans ce rapport 5 leviers majeurs. Premier levier, c'est le numérique. Vous savez, le numérique, c'est un élément indispensable pour le développement à la fois économique, social, culturel, à la fois dans les sociétés, mais aussi entre les différents pays. Donc, dans ce rapport, ils ont préconisé 5 éléments majeurs pour le développement du numérique. Le premier élément, c'était quoi? C'était de mettre en place une commission interministérielle pour la mise en place du numérique. Nous pouvons témoigner, comme il a été dit par Monsieur le Président, nous sommes un exemple type du numérique. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la présidence, il a été adopté une plateforme digitale pour enseigner des cours et l'ensemble des instituts, des facs, ils sont s'immiscés dedans pour essayer d'apporter leur grain, les cours en ligne, les formations à distance suite à l'apparition de la situation de Covid-19. Deuxième chose, dans ce modèle numérique, ils ont insisté sur le développement des plateformes numériques qui sont indispensables pour la mise en place de façon transversale entre l'ensemble des ministères, l'ensemble des établissements publics du digital. Troisième élément majeur, c'est le développement des infrastructures. Aller vers la 5e génération. Maintenant, la Chine part de la 6e génération, le très haut débit, le haut débit, la fibre optique sur l'ensemble du territoire marocain. Vous avez le 4e élément. Nous avons besoin, à part des infrastructures, nous avons besoin des compétences humaines. C'est-à-dire, il faut former du capital humain nécessaire par rapport à la mise en place de cette stratégie. Et un dernier point, on a parlé donc volonté. Deuxième point, infrastructure. Troisième point, formation capital humain. Il faut faire quoi? Il faut faire un cadre légal, réglementaire pour protéger à la fois les institutions, mais aussi les citoyens par l'utilisation du numérique. Le deuxième volet, c'est un volet qui concerne l'appareil administratif. Il faut disposer d'un appareil administratif compétent, mais aussi efficace. Aussi, nous sommes un exemple en la matière. L'université Ibn Tufayl, c'est un exemple en la matière. Comment?
par la mise en place des procédures, par la mise en place de l'audit interne, par la mise en place des éléments nécessaires pour améliorer la performance et l'efficacité et l'efficience des établissements. Ici, de façon générale, l'objectif de ce rapport, c'est quoi? L'objectif, c'est de mettre en place des indicateurs de performance et de rapprocher l'administration des citoyens. Exemple type, dernièrement, on a adopté la loi 5519 qui prétend de supprimer certaines pièces nécessaires par la mise en place. Le lancement du site web idarati.ma, ce sont des exemples qui vont aller dans ce sens de nouveaux modèles de rapport de développement. Le troisième levier majeur, c'est la sécurisation des ressources nécessaires au financement des projets transformateurs. L'objectif de ce levier, c'est de prendre en considération deux éléments majeurs. Premier élément, c'est de rechercher les fonds nécessaires. D'après ce rapport, on a besoin entre 6 et 10% entre la période de 2023 jusqu'à 2035, ce qui va impacter automatiquement une croissance de produit intérieur brut dans un premier temps de 6% et après de 4%, et après ça, ça peut aller jusqu'à 8% au-delà de 2030, entre 2030 et 2035. Le quatrième vecteur essentiel, c'est notre diaspora. Le Maroc dispose des ressources humaines très riches, à la fois bien sûr en interne, mais aussi qui sont dispersées sur tous les continents. Donc l'objectif ici, c'est de faire ramener, et d'ailleurs dans la commission, ils ont participé de façon très conséquente dans la rédaction de ce projet. Ces Marocains, on en a besoin à la fois sur le plan, bien sûr, financier, pour apporter les fonds nécessaires pour lancer de nouveaux projets, mais aussi pour apporter leur expérience, leur savoir-faire, leur capital immatériel. Dernier levier majeur, c'est la mobilisation de liens de coopération avec les partenaires à la fois extérieurs du Royaume, mais aussi la création d'une approche gagnant-gagnant, win-win. Cette approche, comment? Déjà, le Maroc il est ancré dans son continent, l'Afrique, suite à la stratégie développée par Sa Majesté le Roi, mais aussi des alliances privilégiées avec l'Europe, l'Asie, la Chine, la Russie, l'Inde, mais aussi avec des accords de libre-échange, l'exemple de l'Amérique, les États-Unis d'Amérique. Donc, ce que je vous ai présenté ici, je vous ai présenté les 5 leviers majeurs. Ces 5 leviers majeurs nécessitent quoi? Nécessitent 2 choses essentielles. La signature d'un pacte national autour de Sa Majesté le Roi. Donc ce pacte va constituer à la fois un moment consensuel d'engagement, à la fois des acteurs, l'ensemble des parties prenantes, mais aussi des citoyennes. Donc l'engagement aussi des citoyens vis-à-vis de ce pacte et de ce nouveau modèle de développement. Deuxième élément, dans le cadre de ce nouveau modèle de développement, c'est la mise en place des outils de performance, de pilotage stratégique pour mesurer est-ce que ce nouveau modèle de développement arrive à atteindre les objectifs fixés ou non. Bien sûr, sous la supervision de Sa Majesté le Roi. Je ne vais pas développer plus pour des raisons de temps. Je vous remercie pour votre attention et on reste à votre disposition si vous avez des questions, si vous voulez développer des amples éléments. Donc, alors pour des questions de temps aussi et d'efficacité, et comme ça, le débat il soit riche, parce que ça aussi c'est l'objectif de cette séance, on va consacrer une autre plénière, peut-être en langue arabe, justement pour s'étendre, parce qu'on a prévu de refaire la même présentation en arabe, mais ça va un peu faire de la redondance. Et donc là, on va plutôt céder la place un peu à une discussion avec les collègues que je vais moi-même modérer. Donc voilà. Alors j'aurais juste 2 questions, une question à poser à chacun des professeurs d'après vraiment les points qui m'ont paru les plus importants et qu'ils ont développés. Donc ma première question, elle sera au premier intervenant, Monsieur Berzi. Donc vous avez mis en évidence qu'il y a des freins, mais il y a aussi des chantiers stratégiques qui sont contenus dans ce nouveau modèle de développement. Alors ma question, c'est vraiment sur le facteur humain.
On a senti que le facteur humain dans le cadre de ce nouveau modèle de développement est stratégique. Donc, quelle est votre vision finalement, d'après ce que vous avez lu dans le rapport et d'après aussi vous, parce qu'on cherche à savoir vos impressions pour la mise en œuvre. À votre avis, comment on peut construire sur le facteur humain? Quelles sont ses limites actuellement au Maroc et comment on peut les dépasser? Très bien, merci Madame Charqaoui pour votre question, finalement qui porte pratiquement sur l'ensemble du rapport. Parce que, comme l'a dit Monsieur le Président tout à l'heure, le rapport a donné une place très très importante au facteur humain. Alors, et je ne peux aborder ce facteur sans discuter ou dire ne serait-ce que quelques mots par rapport à l'éducation. Puisque le facteur humain, comme l'a dit Monsieur le Président, est un facteur qui est étroitement lié, bien entendu, à l'éducation. Le rapport, on a parlé effectivement, le rapport a parlé de l'éducation post-universitaire et pré-universitaire. Pour l'éducation pré-universitaire, bien entendu, les limites sont connues, mais le rapport a donné quelques propositions qui sont concrètes, comme il a donné quelques idées générales qu'il faut absolument creuser. Par exemple, des idées concrètes, le rapport a proposé la création d'un CEP pour justement la formation des formateurs. Ce CEP va chapeauter les différents établissements de formation, notamment les ESEF, les ENS notamment, pour justement certifier ces établissements et certifier les formateurs. Le rapport a proposé également que les formateurs, les nouveaux formateurs doivent avoir au minimum un bac plus 5, ce qui est simplement ou seulement 10% actuellement. 10% des formateurs actuellement ont un bac plus 5. Donc le rapport et la commission, bien entendu, a proposé un minimum de bac plus 5 pour justement ces éducateurs. Le rapport a aussi conseillé, comme proposition concrète, la motivation des formateurs. Le fait que le métier d'enseignant soit un métier attrayant, qui va attirer notamment les personnes qui ont un niveau scolaire brillant. D'accord ? Donc ce sont des propositions qui sont concrètes. Alors pour le milieu universitaire, le rapport a essentiellement, comme l'a dit Monsieur le Président tout à l'heure, insisté sur la gouvernance, bien entendu, on en a parlé, mais le rapport a également insisté sur l'ouverture de l'université, davantage sur son milieu économique, l'intégration du privé, du public et du tiers secteur, notamment dans la proposition de nouvelles filières. Le rapport a aussi proposé une plus grande liberté laissée aux étudiants. Donc on en avait parlé la fois passée. Donc il y a maintenant une carte scolaire pour l'inscription des étudiants. Donc le rapport propose d'annuler cette carte scolaire pour favoriser justement la compétition entre les universités. C'est-à-dire que l'étudiant aura la liberté de s'inscrire là où il souhaite. Le rapport a également proposé donc l'amélioration du niveau de la recherche, notamment en intégrant les Marocains du monde, ça a été signalé tout à l'heure, en proposant aussi une commission qui va chapeauter la recherche universitaire, qui va la certifier. C'est comme un conseil scientifique qui va intégrer plusieurs personnalités, voire des sommités mondiales, notamment chez les Marocains du monde, pour justement participer à cette amélioration de la recherche universitaire. Donc vraiment, et là ça a été signalé tout à l'heure, l'éducation est essentielle dans l'amélioration et le renforcement du capital humain au Maroc, et le rapport s'est longuement attardé sur cela. Alors je n'ai cité que quelques exemples concrets pour bien entendu partager avec les personnes ici présentes, mais le rapport propose aussi des axes de réflexion donc sur lesquels il faut qu'on travaille pour proposer justement des actions à mettre en œuvre.
Merci beaucoup, professeur Berzi, pour cette intervention très détaillée. Et effectivement, l'éducation, elle est au centre du développement du facteur humain, d'où l'événement d'aujourd'hui. Alors, ma question sera cette fois-ci pour professeur Samihi. Et donc, elle portera sur l'administration publique et l'appareil administratif fort. Donc ça, c'est parmi les principaux axes stratégiques qui ont été signés. Vous avez parlé tout à l'heure de la gouvernance, je l'ai bien retenu, vous avez souligné la gouvernance à plusieurs reprises. Et donc, on ne peut pas parler de gouvernance sans un appareil administratif qui soit performant, pour la simple raison que finalement, on continue de prendre au Maroc l'État pour référence. On le prend comme exemple et l'institution de l'État, elle est vraiment copiée, que ce soit pour le secteur privé ou là, que ce soit pour les acteurs publics. Et donc finalement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur un appareil administratif fort, tel que préconisé par le nouveau modèle de développement? Merci Madame Chtaroukaoui. Et je profite de cette occasion pour vous remercier pour l'effort que vous avez fourni pour nous faciliter la tâche d'être présent aujourd'hui à côté de votre mission de modératrice aujourd'hui. L'administration marocaine, qui de nous, qu'ils soient citoyens, entrepreneurs ou même administration, ne souffre pas de l'administration. L'administration souffre de l'administration. L'État bloque l'État. Les instances, les procédures, les validations, les multiples signatures, etc., etc. Et à chaque fois que vous voulez valider quelque chose, le responsable public, il a le temps. Et vous, vous n'avez pas le temps. C'est une question de temps. Le gestionnaire public, on croit qu'il n'est pas dans ce pays. Et si on lui demande, lui, qu'est-ce qui bloque, eh ben, il va te donner une thèse. Mais juste à côté, il bloque tout. Donc c'est d'abord une question de mentalité. C'est une question de mentalité, premièrement. Deuxièmement, il faut que l'État ne soit plus source de blocage ou d'incertitude. Il faut qu'elle devienne le facilitateur et celui qui te trouve les solutions. Moi, je ne jette pas des fleurs à M. le Président aujourd'hui, mais j'étais étonné de la manière dont elle a réagi lorsqu'on lui a proposé ce travail. Vite fait. Et ça nous a fluidifié toute la démarche pour être aujourd'hui devant vous. C'est une démarche administrative. C'est ça l'administration. L'administration, c'est la réactivité. Et c'est la faciliter et donner des solutions concrètes. Mais si on suit le parcours administratif, je m'excuse, on restera là. Deuxièmement, les entrepreneurs aussi doivent avoir cette confiance pour faire confiance en l'État. Investir dans un État, on veut attirer les investisseurs étrangers. On a beau dire aux entrepreneurs, vous-même et moi-même, si Jalal aussi, on enseigne l'entrepreneuriat. Mais demander au privé d'être engagé dans un pays et ramener son capital pour l'investir alors qu'il n'est pas sûr de ce qu'il va gagner, lorsque tu poses la question à n'importe quel entrepreneur qui a réussi, ce n'est pas celui, mais celui qui a réussi, quelles sont les entraves que tu as, quels sont les problèmes que tu as, la première des choses qu'il va déclarer, c'est l'administration. Donc l'administration doit revoir son mode de fonctionnement. Il y a un chantier qui a été lancé par des ministères qui sont pionniers, et des départements et des établissements qui sont connus. Il faut les suivre. La démarche, elle est là. Et l'État doit faciliter, doit être, comme vous l'avez dit, c'est un État qui est fort, mais sa force, ce n'est pas sa présence, mais sa manière de faire, sa manière de faciliter les choses pour que la société soit forte. Merci. Je vous remercie, professeur, pour ces éclaircissements. Effectivement, il y a encore des blocages. Et parmi les préconisations du rapport, c'est aussi de travailler sur la digitalisation. Parce que des fois, rien qu'en changeant l'outil, on change le comportement et on change la mentalité. Le fait de dématérialiser, ça peut vraiment aider les acteurs à professionnaliser leur travail et à justement se défaire de plusieurs procédures. Alors maintenant, ma question au professeur Asghar, vu que vous êtes spécialiste en finance,
est reconnu comme votre domaine d'expertise. Finalement, le financement, il est très important, il est au fond de tout. Vous pouvez avoir le meilleur projet et les meilleures idées, mais sans financement, ça va rester vraiment lettre morte. Le nouveau modèle de développement, il a prévu du financement pour ce modèle de développement. Vous en avez cité des chiffres, hein, donc 4% du PIB, ensuite 10%. Mais au-delà, au fait, est-ce qu'il n'y a pas vraiment à revoir les mécanismes de financement qui sont en œuvre, hein? On est un pays qui est à financement bancaire. Majoritairement, on se finance principalement par le canal bancaire. Enfin, je parle du privé. Maintenant, l'État aussi, il a ses moyens de financement qui restent quand même classiques. Et donc, finalement, faut-il pas donner un peu plus de place à la finance de marché et à une libéralisation des moyens de financement et leur diversification? Merci beaucoup, Madame Myriam. Je vous remercie aussi par rapport à ce que vous avez fait pour nous donner cette possibilité. Pour répondre à cette question, je vais vous dire une chose simple. C'est une question qui est liée par rapport les deux autres questions, mais aussi par rapport à ce qui a été dit par Monsieur le Président. Nous avons un problème majeur, c'est un problème de gouvernance, un problème d'élite. Ça a été dit. Il faut avoir une élite non partisane qui se renouvelle. Le renouvellement de l'élite, elle est importante. Pourquoi je vous dis ça? Faire appel à un financement de marché, introduction en bourse, 95% du tissu industriel marocain, ce sont des entreprises familiales. Ces entreprises, c'est dit, c'est connu, on le voit, il y a un problème de relève. Ces entreprises ne veulent pas s'introduire en bourse. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder leur autonomie. Lorsque je parle entreprise, bonne gouvernance, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut payer des impôts. Tout à fait. D'accord? Nous avons un problème des entreprises, des individus qui ne, je ne vais pas généraliser, mais qui n'essaient pas ou ne veulent pas, ou là, qui essaient de trouver le moyen pour payer moins d'impôts. Donc c'est un problème qui, comme je vous ai dit, il est lié par rapport aux deux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de l'éducation. Il faut développer un citoyen marocain. Ce citoyen marocain, lorsqu'on va développer, il va respecter certains principes. Sur le plan financier, on va arriver. Comment? Le rapport prévoit de faire une optimisation, une augmentation de l'amélioration de l'assiette fiscale jusqu'à entre 1 et 2% de PIB. Donc c'est un plus. Mais si vous n'avez pas une culture, des volontés citoyennes, des individus, des entreprises qui vont participer en ça, ça ne permettra pas d'arriver. Il y a un deuxième volet, c'est un volet de bon gouvernance, de la gestion budgétaire, qui est indispensable. Mais un troisième volet pour répondre aux questions, pour financer ce nouveau modèle de développement, c'est nécessaire pour faire quoi? Pour faire un financement en externe. C'est-à-dire, on va s'endetter, mais on ne va pas s'endetter pour voyager ou pour dépenser, mais on va s'endetter pour investir à la fois dans le capital humain, dans le capital matériel, dans les infrastructures, ce qui va nous permettre d'avoir des retombées par la suite. Merci beaucoup, professeur Asghar, pour ces éclaircissements. Je rajouterai juste 2 points. Un premier sur l'importance de l'entrepreneuriat, parce que qui dit entrepreneuriat, finalement, on incrémente dans l'économie de nouveaux acteurs qui vont avoir de nouveaux comportements et de nouvelles mentalités. Et du coup, on est en train justement de faire une transformation. Et deuxième point, qui est en train aussi de suivre en matière d'endettement, merci de le souligner. Bien souvent au Maroc, on continue de considérer l'endettement comme étant quelque chose qui n'est pas sain, entre guillemets, alors que maintenant, partout dans le monde au niveau international, les économies qui s'endettent le plus sont les plus performantes. Parce que qui dit avoir un endettement, ça veut dire que quelqu'un vous avait fait confiance pour que vous puissiez avoir son argent. Donc c'est un acte de confiance. Donc il faut arrêter de voir l'endettement comme un frein, mais surtout de l'avoir comme un gage de confiance qui doit nous pousser à avoir des investissements. Le tout, c'est d'avoir finalement des investissements rentables qui nous permettent de payer notre endettement, mais tout en assurant une croissance saine et pérenne. Donc je vous remercie encore une fois pour votre présentation, pour la qualité de vos échanges. Merci beaucoup. Maintenant, la parole.
Maintenant, la parole est à deux de nos étudiants, à savoir Ali Ben Hbiya et Hamza Ben Haji, étudiants en troisième année à l'École nationale de gestion et de commerce. Deux étudiants dévoués, ambitieux, qui ont pu se distinguer par leur travail lors du concours d'idées organisé par le CSMD pour représenter l'université Ibn Tufayl par un travail intitulé Éducation, formation et employabilité, quelle université pour demain. 359 autres projets et publicités des autres universités ont été présentés et seulement 3 ont été choisis. Leur travail a eu une attention spéciale de par la qualité des suggestions, la capacité d'argument et de débat pour mériter sa place et sa contribution aux travaux de la commission. Fierté de l'université et voix des étudiants, j'invite M. Ali et Hamza à nous rejoindre sous vos applaudissements. J'invite aussi Mme Cherkaoui afin de modérer cet échange. Alors bonjour, rebonjour. Donc effectivement, je tiens tout d'abord à saluer nos deux étudiants d'avoir été sélectionnés coup de cœur dans la rubrique Éducation, formation et employabilité, quelle université pour demain lors des consultations de la commission spéciale sur le modèle de développement. Au fait, elle s'est rapprochée de nous il y a environ une année pour nous demander finalement si nos étudiants universitaires peuvent contribuer au nouveau rapport, et on a été surpris et surtout, ils ont été sélectionnés coup de cœur et ils ont été surpris de voir pas mal de leurs recommandations figurer dans le rapport, ce qui dénote d'une démarche consultative très intéressante. Donc voilà, la parole elle est à Ali. Donc très brièvement, ma question c'est finalement de nous dire qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience et quel est votre point de vue sur le تصور ديالكم finalement اللي اقترحتوه على la commission en ce qui concerne التربية التكوين والقابلية للشغل أي جامعة للغد. Voilà. Vous pouvez parler en arabe ou en français, vous êtes libre. Merci beaucoup Madame Cherkaoui. Merci beaucoup. Bonjour, merci. Je commence tout d'abord par remercier Madame Cherkaoui, Madame Kiran, tout le corps professoral, l'Université Ibn Tufayl pour leur confiance, pour leur soutien. On ne pouvait pas faire ça sans le soutien de l'Université Ibn Tufayl, de nos chers professeurs, qu'on a l'honneur de partager cette estrade avec eux aujourd'hui. Donc, comme vient de dire Madame Cherkaoui, c'était un honneur pour nous, c'était une fierté pour nous, et aussi une lueur d'espoir de voir que la commission spéciale de modèle de développement a demandé aux étudiants, a demandé au cœur de l'université, a demandé aux futurs cadres, aux futurs ministres du Maroc leur avis en ce qui concerne le nouveau modèle de développement. Et comme je l'ai dit, c'était une fierté de partager nos propositions, de partager nos concerns au propos de sujets de l'université marocaine. Et par la suite, on va vous faire part de notre rapport. Merci beaucoup. Merci Ali. Donc, à mon tour, je voudrais également commencer par remercier Madame Cherkaoui et Madame Belkiran pour leur soutien extraordinaire depuis le début de notre participation à ce concours d'idées. Je voudrais commencer par une question qui a été posée à Ali lors de notre entretien avec la commission spéciale du modèle de développement. Un des membres avait dit, je cite, comment vous pouvez faire confiance à la commission spéciale de modèle de développement? Qu'est-ce qui vous pousserait à nous faire confiance et à croire que vraiment il y a un potentiel changement? Et la réponse d'Ali était très, très intelligente. C'est exactement le fait que vous nous posiez ce genre de questions. C'est-à-dire que vous vous préoccupez de notre confiance, vous voulez attirer notre confiance, vous voulez nous montrer que vous êtes capable de faire de changements et que nous sommes le moteur de ce changement. Et donc, c'est sur cela que je voudrais baser mon intervention, sur le fait que, effectivement, c'est différent. C'est différent parce que nous avons vu
une attention particulière à nos propositions, une attention particulière à nos mots. Lorsqu'on échangeait avec la commission spéciale de modèle de développement, on citait des propositions à la lettre. On nous disait dans l'article 2, dans la troisième proposition, comment est-ce que vous imaginez la chose, comment est-ce que vous voulez que cela soit fait. Et donc c'est à travers ces questions-là, ce sérieux-là, et cet engagement-là qu'effectivement nous avons de l'espoir et on se doit maintenant de d'abord les féliciter pour le travail qu'ils ont fait, c'est un travail remarquable, et puis surtout de s'engager parce que maintenant la balle est dans notre camp en quelque sorte, celle de s'engager dans ce nouveau modèle de développement, de donner et puis surtout de rester sur les lignes directives tracées afin d'apporter un réel changement au Maroc. Et puis d'ici 2035, dire, comme a dit tout à l'heure M. Samihi, dire que nous avons eu l'honneur de participer au développement du Maroc et à ce que le Maroc sera devenu d'ici 2035. J'espère avoir répondu à votre question, Madame Cherkaoui. Oui, tout à fait, effectivement. Donc, ça me fait plaisir que vous avez été touché par cet élan de confiance. Si vous devez résumer en peu de phrases vos attentes par rapport à quelque chose qui vous semble la plus urgente à réformer au Maroc, qu'est-ce que vous pourrez répondre en vraiment une seule chose, hein, si vous devez choisir. Qu'est-ce qu'on devrait comme ça changer du jour au lendemain? Du jour au lendemain. Voilà. Alors... Bon, ça va être un tout petit peu égocentrique. Nous sommes des étudiants, donc nous allons parler des étudiants. Bien sûr. C'est qu'on ressente effectivement que l'étudiant marocain est le cœur de l'université marocaine. Nous le ressentons parfois en étant avec Madame Cherkaoui, en étant avec Madame Belkiran, avec Monsieur Samihi. Bon, je ne vais pas citer tous les professeurs avec lesquels nous sentons que nous sommes leur centre d'intérêt. Avec Monsieur le Président d'ailleurs, que je tiens à remercier énormément, nous sentons que l'université veut énormément nous donner, mais si toutes les personnes, sans aucune exception, en passant de tous les professeurs, du gardien, des doyens, des vice-doyens, des secrétaires généraux, de tous les directeurs, si on sentait ce réel intérêt, cet amour pour l'étudiant et cette volonté de vraiment faire valoir l'étudiant et le projeter vers l'avant, je pense que du jour au lendemain, comme vous avez dit, les résultats seront grandement différents. Alors, merci beaucoup, Hamza, pour cette réponse. Et c'est ça ce qu'on appelle finalement un bon leadership. C'est-à-dire, quand on sent qu'il y a un bon leadership, on est emmené avec ce leadership et on adhère. Et finalement, ça nous change notre comportement. C'est vraiment par l'exemple et par... Voilà. Et merci d'avoir souligné ce point. Ali? En fait, moi, je vais parler de notre devoir autant des étudiants. Monsieur Samihi l'a cité déjà. Ce nouveau modèle de développement, c'est comme une doctrine dont on doit croire. Si nous, on ne croit pas au futur de notre pays, si nos jeunes, on ne croit pas au futur de notre université, à notre devoir autant de citoyens, futurs citoyens et futurs, comme je viens de dire, ministres et cadres, qui va le faire? Et donc, c'est à nous de croire au nouveau modèle de développement et au développement de notre cher pays. Merci beaucoup pour ce mot de citoyenneté. Ça rejoint aussi cette idée qu'il faut être citoyen et votre présence, que ce soit lors de l'appel à consultation ou là maintenant, ça dénote. Je les ai contactés à la dernière minute et finalement, ils ont remué leurs emplois du temps. Ils se sont ménagés pour être là. Donc, je vous remercie énormément, eux et toute l'équipe derrière qui va assister pour cet événement. Donc, c'est vraiment grâce à vous. Et c'est ce que je vous ai dit quand on s'est retrouvés à l'extérieur, c'est vraiment en vous voyant motivé qu'on se motive. Donc c'est avec vous aussi qu'on travaille. Donc ne baissez pas cette motivation, ça nous fait de la pression et ça nous pousse à aller de l'avant. Donc merci beaucoup. Alors finalement c'était prévu qu'on me donne le mot de clôture. Je vais peut-être... voilà. تهانينا لطلبة مدرستنا وكليتنا والآن معكم كلمة ختامية للأستاذة مريم الشرقاوي. شكرا. Samihi qu'on n'arrêtait pas en son absence de le louer, donc là on l'a en chair et en os. Voilà le professeur Samihi que vous avez cité à 2 reprises pour son engagement et ce qu'il a dit. Donc on vous remercie pour tout l'effort que vous avez fait
de nous présenter. On est désolé d'avoir raccourci un peu le temps, mais c'est vraiment pour permettre à tout le monde d'assister. Alors pour le mot de clôture, donc j'ai prévu vraiment de vous dire moi mon impression par rapport à ce modèle de développement. Donc pour moi il y a 3 plans d'analyse de le nouveau rapport de développement. Sur le plan de la forme, c'est un rapport qui est entre guillemets, en tant qu'intellectuel on peut le qualifier de classique. Stratégique à dimension prospective. Il fait les 3 étapes de tout rapport stratégique prospective, diagnostic actuel et éléments de projection, préconisation quant aux axes stratégiques de développement, et puis après les leviers du changement. Donc ça c'est un rapport classique, mais il faut le louer, c'est un document qui est très détaillé, très riche, 170 pages, si on intègre les annexes, on est à 600 voire plus. Moi, j'ai consulté que la partie annexe, des fiches projets, où il y a 300 pages, en plus des 170 pages, et il y a encore 2 autres annexes où ils mettent leur processus de consultation. Il est très documenté, avec des éléments chiffrés, des recommandations d'instances. Franchement, un effort considérable d'aller dans un degré de détail qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les rapports. Alors, sur le plan du contenu, comme il a été souligné et dit dans le résumé du rapport, c'est un référentiel qui doit servir pour la mise en place de réformes que doit engager le Maroc pour assurer une croissance inclusive, pour assurer une économie forte et une vie décente aux citoyens. Alors, sur le plan de la finalité, moi, franchement, comment je l'ai ressenti le rapport, c'est une invitation à l'action. C'est une invitation à l'engagement de tous derrière l'intérêt général du pays et de manière urgente, comme d'ailleurs encore, je vais citer M. Samihi, comme il l'a souligné, on n'a plus le temps. Donc il faut vraiment faire. Déjà le diagnostic, il a commencé dans les discours de Sa Majesté le Roi dès 2017, 2018, 2019, il y a des dysfonctionnements. Allez, on appelle aux élites, il faut diagnostiquer, il faut nous sortir des recommandations. Avec la crise du Covid, on est parti 2019-2020, là on est en 2021, on ne va pas attendre 2023 pour commencer la mise en œuvre. Donc vraiment, il faut accélérer. Alors, quelques recommandations. Le rapport, il a mentionné le Pacte national pour le développement comme un instrument de mise en œuvre du projet. Je voudrais juste ici partager mon sentiment. Le rapport, il comporte plusieurs éléments chiffrés et beaucoup d'objectifs. Moi, ma recommandation, c'est que ce Pacte national, il retient un seul objectif d'unité, qu'il l'appelle croissance inclusive, croissance durable, ou là 2 objectifs à la rigueur, croissance et paix sociale, ou la croissance et justice sociale. Comme ça met un cap bien clair pour toutes les actions et qui peut être par la suite décliné par des axes stratégiques et c'est juste une unité en communication. Ensuite, il ne faudrait pas que toutes les préconisations soient comprises par les acteurs comme un guide figé. C'est des recommandations, mais au moment de mettre en place le Pacte national pour le développement et sa mise en œuvre, il faut que chaque institution s'approprie les actions et décide d'elle-même, elle s'engage sur quoi. Parce qu'on a beau dire par exemple que la cible en matière de marché boursier, c'est 300 entreprises d'ici 2035, peut-être en consultant la bourse de valeur de Casablanca. Je pense qu'ils l'ont déjà consulté pour énoncer le chiffre, mais au moment de l'engagement, vraiment l'engagement, peut-être il y aura une déclinaison qui est différente. Donc il faut laisser aux acteurs le soin de définir leur propre objectif. Et puis après, dernier élément, c'est il faut accompagner la mise en œuvre de ce projet avec des signaux forts d'un changement et d'un réel changement, que ce soit dans les élites, que ce soit dans les gens qui vont mettre en œuvre ça, ou que ce soit dans la manière avec laquelle ça va être décliné, tout ça pour rejoindre ce que viennent de dire les jeunes, accroître le sentiment de confiance et qu'on est écouté et qu'on est suivi et qu'on est compris. Et merci beaucoup encore une fois pour votre présence. Et on se tient à votre disposition pour des éventuels éclaircissements thématiques. Vous trouverez les présentations des professeurs sur le site web de l'université en français et en arabe. Et ils sont là, on va leur mettre leur nom et leurs coordonnées pour éventuellement relayer ces éléments. Merci beaucoup et à très bientôt.